Alors, bonjour tout le monde. Oh, excusez. Oui, alors, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à l'atelier B. Je vais d'abord vous présenter notre présentateur, M. Nicolas Bernier, biographie, et ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de l'activité. Alors, tout d'abord, M. Nicolas Bernier est conseiller en recherche, milieu de vie durable et prospère au sein de la communauté métropolitaine de Montréal, un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,1 millions de personnes. Afin d'appuyer les municipalités de son territoire et ses interventions auprès d'elles, la CMM a adopté une toute nouvelle politique métropolitaine d'habitation, comme il a été mentionné tout à l'heure, en 2022, documente les enjeux métropolitains en habitation et produit diverses études et outils d'information. La CMM gère également le Fonds du logement social métropolitain, lui permettant d'assurer un partage équitable du financement du logement social à l'échelle du Grand Montréal. Alors, dans un premier temps, Nicolas va nous exposer, va nous faire une présentation du rôle des municipalités, alors les rôles et outils pratiques des municipalités. Alors, rebonjour, j'imagine que vous étiez présent pour le panel, donc ça va me permettre d'aller plus rapidement sur présenter qui je suis et... Ah, est-ce que ça change? Ah, OK. Donc, simplement pour se remettre en contexte, pourquoi aussi on m'a demandé d'animer cet atelier-là. À la communauté métropolitaine de Montréal, je travaille sur les questions de logement, d'habitation, puis évidemment, vous comprendrez avec le portrait de la communauté métropolitaine de Montréal, quand on parle d'habitation, on parle aussi d'une réalité où il y a 14 MRC, 82 municipalités, 4 millions d'habitants, avec des réalités très, très différentes. Puis bon, ici, on est juste un petit peu au nord de la CMM, donc la MRC ici ne fait pas partie de la CMM, mais on comprendra qu'il y a bien des MRC, des villes de la CMM qui vivent des enjeux très, très similaires à ce qui se vit ici. Autant, puis on l'a vu, bon, les enjeux d'abordabilité du logement, de rareté sont partout au Québec, mais aussi l'effet, disons, de mouvement de la population qui s'en va de plus en plus loin des grands centres. Puis il y a vraiment des enjeux connexes un petit peu dans le Grand Montréal. Puis un des rôles qu'on fait, c'est aussi de, bon, au-delà des politiques et du financement métropolitain dont j'ai parlé un petit peu ce matin, il y a tout un volet de réflexion sur les outils ou l'accompagnement pour aider les municipalités justement à mieux comprendre leur rôle et jouer un rôle plus actif aussi au niveau du logement social, de l'habitation. Et bon, ça va entre autres... Je me trompe de bouton. Ah, voilà. Donc, rapidement, bon, la CMM, j'en ai parlé un petit peu dans le panel, c'est donné une politique d'habitation en 2022 qui faisait un petit peu le pont entre des outils de planification d'aménagement du passé sur le logement social, donc un plan en 2015, et le plan d'aménagement métropolitain de 2011 qui donne plus les grandes orientations d'aménagement pour au niveau de l'urbanisme, la planification du territoire. Puis en 2022, il y a un exercice un peu plus consolidé de donner une vision intégrée des grands principes sur l'habitation qui touchent, oui, le social, mais aussi l'habitation au sens large. Puis bon, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais un des éléments qui est beaucoup revenu dans les consultations qu'on a fait auprès de, bon, entre autres les municipalités qui ont participé, c'est tout le défi pour les plus petites et moyennes municipalités de comprendre cet univers-là du logement social, les programmes, les outils à leur disposition, puisqu'on le sait, la plupart des municipalités n'ont pas de ressources spécialisées. Oui, la Ville de Montréal, même des grandes villes comme Longueuil, Laval ont des spécialistes en habitation, mais encore là, ce n'est pas des équipes très, très énormes. Donc déjà, pour des grandes villes, c'est beaucoup d'explorer tous les outils à leur disposition, mais pour des plus petites municipalités, et même des grandes municipalités, même si on veut, c'est un univers où le dossier est un petit peu partagé entre plusieurs personnes qui, malheureusement, n'ont pas toujours le temps ou la connaissance pour pousser un petit peu plus ces dossiers-là. Donc, on a beaucoup senti ce besoin-là que la CMM joue un rôle. Puis, c'est quand même pas non plus nouveau. Moi, je suis là depuis 4 ans, 5 ans. Mais de ce que je comprends, c'est quand même un enjeu qui n'est pas non plus nouveau, puisque dans le passé, la CMM avait produit des outils, un répertoire des bonnes pratiques, par exemple, sur le rôle des municipalités dans le développement du logement social abordable. Donc, un peu l'objet de la présentation. Donc,
je l'ai apporté en papier. C'est à l'époque où les guides se faisaient encore en gros format papier. Il reste quelques copies papier au bureau. Maintenant, les outils sont plus électroniques, mais je l'ai refeuilleté puisqu'on m'en a parlé pour cette rencontre-là. Évidemment, je n'y étais pas quand on l'a produit, mais quand je le feuillette aujourd'hui, même si les programmes sont plus les mêmes, même s'il y a des nouveaux outils qui sont ajoutés, la plupart des exemples sont encore pertinents puis montrent quand même ce que les municipalités peuvent faire, disons, pour être des facilitateurs ou des agents plus actifs pour aider au développement de logement social, sans en être les véritables porteurs, puisque on sait c'est quand même les groupes communautaires, les organismes qui développent le logement, puis les municipalités ont quand même un rôle à divers niveaux pour donner un coup de main. Puis, je souligne aussi qu'on n'est pas non plus les seuls à réfléchir ou à tenter d'outiller les municipalités. Vous voyez quelques exemples que j'ai pu trouver récemment. On parle de Brome-Missisquoi, on avait sur le panel une recension des outils fait par Richard Ryan. Encore là, donc de plus en plus de régions ou d'acteurs se posent cette question-là pour dire, il y a beaucoup d'outils que les municipalités peuvent utiliser, mais pour une municipalité qui veut agir, c'est pas si facile que ça de s'y retrouver puis de regarder, qu'est-ce qu'on peut utiliser, nous, à notre échelle. Donc, c'est un petit peu le but de notre discussion aujourd'hui, puis en même temps, vous aurez accès, j'imagine, à ces présentations-là et aux autres références qui sont tout aussi pertinentes là, que ce qu'on a pu produire de notre côté. Avant de tomber dans le vif du sujet, je me demandais, juste à main levée, qui travaille dans le monde municipal ici, là, élu ou en administrateur. Ça nous donne peut-être à peu près moitié-moitié. Ça va être intéressant pour les échanges, puisque autant quand on n'est pas dans le monde municipal, on peut imaginer que les municipalités peuvent faire tout plein de choses, qui ont tous les pouvoirs à la disposition, alors qu'on le sait, il y a beaucoup de contraintes budgétaires, réglementaires. Ils contrôlent juste un petit bout de l'équation. Puis à l'inverse, je pense que pour les municipalités, il y a aussi beaucoup à apprendre sur les rôles qu'elles peuvent jouer, d'autant plus qu'on le voit, il y a de plus en plus de nouveaux pouvoirs qui leur sont donnés. Mon atelier porte moins là-dessus. Il y en avait un autre, je pense en même temps, qui s'intéresse aux nouveaux pouvoirs. Je les aborde un petit peu, mais il y en a déjà beaucoup de nouveaux qui sont tout récents, donc ça fera partie peut-être de futures réflexions pour voir comment on peut aider les municipalités à les intégrer. Donc peut-être avant de voir un peu quels sont les types d'outils que les municipalités peuvent utiliser, peut-être il faut comprendre un peu c'est quoi la logique d'un projet de développement de logement social, puis de voir à quel moment un petit peu une municipalité peut jouer un rôle de facilitateur ou donc d'essayer d'accélérer les choses. On voit 10 étapes, ça pourrait être un petit peu décortiqué différemment, mais en gros, il y a toujours une étape de démarrage, de pré-démarrage, une étape de financement, une étape du développement du projet, puis la construction et à la fin, l'opération ou l'exploitation de l'immeuble. On en voit une dizaine ici, c'est un petit peu plus détaillé. Disons qu'il y a des rôles qui sont absolument essentiels. Normalement, ça aurait dû être en gras, mais le niveau 3, la recherche de financement avec les programmes en cours là, au gouvernement du Québec, à la SHQ, les municipalités, comme je pense que je le disais ce matin, sont généralement obligées ou doivent généralement contribuer de façon financière au montage financier d'un projet, ou encore il peut y avoir une contrepartie là, en cédant un terrain ou en offrant des crédits de taxes, mais généralement, il y a une contribution financière qui est requise. Puis, quand on voit un petit peu l'évolution des coûts de construction, puis l'ampleur des projets qui sont maintenant réalisés, surtout pour aider à avoir des économies d'échelle sur les coûts de construction, sur les subventions, mais c'est de plus en plus des projets quand même d'une bonne densité qui sont financés, ce qui donc représente quand même des contributions municipales qui peuvent être importantes pour des grandes villes qui ont beaucoup de projets, mais pour des petites villes qui ont peut-être un projet, mais qui va leur coûter très cher. Donc, ce rôle-là est néanmoins indispensable puisque le financement municipal n'est pas là. Le projet, à toute fin pratique, ne peut pas voir le jour. Donc, ça, c'est un rôle essentiel, mais il y a quand même d'autres rôles dans lesquels la municipalité peut être un leader, un facilitateur. Puis, on part de la définition des besoins. C'est un petit peu, je pense, un exemple ce matin d'un événement ou d'exercice de concertation ou dans des portraits qui peuvent être travaillés avec la communauté pour se donner une vision commune des besoins. C'est toujours un bon point de départ si la municipalité et les organismes qui travaillent sur le terrain ont une vision, une compréhension commune des besoins prioritaires à répondre au niveau du logement. Les groupes porteurs, évidemment, ça prend généralement un organisme, une coopérative, un office d'habitation qui va développer le projet. Plus il y a un lien fort, sans doute un partenariat qui est bien établi entre la municipalité et ces organismes-là, ça va certainement faciliter les choses lorsque l'organisme va vouloir travailler avec la municipalité, puis
s'entendre un peu sur les enjeux de chacun, puis d'avoir un processus qui soit accéléré et avoir le soutien de la ville. Mais dans d'autres cas, puis on verra avec des exemples plus loin, puis je pense qu'on en a eu un exemple ce matin avec le panel à Drummondville. Il y a aussi des cas où dans certaines villes, certaines régions, il y a très peu d'acteurs, d'organismes qui ont sans la capacité de développer des projets ou d'acheter des immeubles existants. Puis de plus en plus, on voit émerger des solutions un petit peu comme ce qu'on on voit à Drummondville, où l'Office d'habitation peut se créer un organisme à but non lucratif apparenté, ou même dans d'autres exemples qu'on commence à voir, des MRC qui travaillent ensemble pour créer un OBNL qui va justement jouer un rôle de facilitateur et de développeur, qui va être quand même complémentaire aux organismes communautaires ou aux offices d'habitation, qui peuvent avoir chacun leur rôle complémentaire. Puis, bon, j'ai parlé du financement. Évidemment, il peut y avoir des interventions qui facilitent l'acquisition des terrains. Il y a quelques outils, dont le droit de préemption, mais il y a d'autres outils aussi, on va en voir quelques-uns. Après ça, évidemment, la conception du projet, une fois qu'il est accepté au niveau du financement, les approbations réglementaires, là encore, c'est une étape essentielle puisque tout projet immobilier, qu'il soit social ou privé, doit être conforme à la réglementation d'urbanisme. Puis, encore là, c'est déjà un travail complexe de monter des projets comme ça avec les financements publics, les enjeux des programmes. On parlait des fois de projets qui peuvent prendre 3, 4 ans, 5 ans à réaliser. Donc, c'est déjà un gros travail complexe pour les groupes qui développent ça. Puis après ça, il faut aussi s'assurer que le projet il rentre dans la réglementation municipale qui peut avoir aussi ses complexités. Donc, plus ce processus-là peut être facilité ou la ville accompagne l'organisme, ça peut donner des chances d'aller un petit peu plus vite dans ce processus-là. Puis, par la suite, bon, évidemment, la ville est un petit peu moins impliquée quand le projet est construit, où il faut que ça soit conforme. Puis après ça, l'opération du projet, la municipalité, généralement, est moins impliquée à ce niveau-là. Donc, c'est surtout au niveau du développement, au démarrage, développement et financement que la municipalité peut vraiment être un agent qui encourage, qui facilite l'émergence de projets, puis surtout qui est présente pour que des opportunités, quand se présentent, que la communauté puisse vraiment saisir ces opportunités-là. Donc, je présente quelques outils, puis il y en a sans doute plus. Là, ça pourrait être beaucoup. Donc, les pouvoirs municipaux sont quand même très, très élaborés, mais je rentre dans trois grandes catégories. Puis encore là, tout n'est pas purement distinct, puisque souvent, ça s'entremêle. Mais pour bien les comprendre, on peut parler de tout ce qui rentre dans les outils politiques, donc du leadership ou du rôle de la municipalité. Les outils financiers, qui comportent aussi tout un volet foncier, puis les outils réglementaires. Donc, ça peut... Oups, je me trompe de bouton. Donc, au niveau des outils politiques, on peut voir, bon, je pense que ce matin, on a déjà eu un bon exemple. Évidemment, un des rôles importants que peut jouer une municipalité, c'est tout son rôle de promoteur d'une vision du logement social ou abordable dans la communauté, de faciliter les liens entre les parties prenantes, entre le milieu communautaire, le milieu privé qui construit aussi, puis de s'assurer, donc, de promouvoir une vision aussi pour la communication. Puis je pense qu'on l'a nommé aussi ce matin, il y a souvent aussi des enjeux d'acceptabilité sociale, que ce soit pour du logement communautaire, de la densification. Donc, à tout le moins, un rôle de vision politique, sur une vision engagée du politique du conseil, peut faire toute une différence après ça pour donner un appui à des projets, encourager des organismes qui seraient peut-être un peu hésitants à dire, bon, je vais prendre un projet sur mes bras pour dire on va le faire avancer, mais si tu sais que tu as le soutien de la municipalité, des élus, généralement, c'est un coup de pouce quand même qui peut faire une différence. Ça peut prendre aussi la forme, par exemple, évidemment, de plans ou de politiques d'adaptation. Bon, je pense que c'est un bel exemple avec l'annonce du maire de Saint-Jérôme ce matin. Au-delà, évidemment, d'un document qui comporte des orientations ou des objectifs, c'est souvent le processus qui mène à cette politique-là dans lequel ça force un dialogue, ça force à mettre en commun les points de vue de gens dans des milieux différents, puis ça permet de s'entendre sur des priorités, après ça, qui vont porter sur des actions un peu plus concrètes dans le temps. La connaissance des besoins, bien, ça va de soi aussi quand on réfléchit une approche un peu plus à long terme, une vision. Il faut connaître notre territoire. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent le faire, mais c'est une connaissance aussi qui soit partagée, c'est généralement dans une approche de concertation, de collaboration avec les acteurs qui, oui, peuvent voir des chiffres, mais les chiffres ne disent pas toujours tout. Des fois, il y a une perception. Les organismes qui sont sur le terrain et qui voient les besoins de la population des fois vont mettre des mots du qualitatif sur des chiffres ou des enjeux statistiques que tout le monde peut avoir. Donc, la concertation, la collaboration
peut être, donc la municipalité peut être partie prenante, mais peut être aussi même un initiateur de comités comme ça. Puis je pense qu'on en voit de plus en plus partout au Québec, des municipalités qui prennent vraiment l'initiative de créer des instances de discussion, de réflexion dans leur milieu. Évidemment, la question des ressources humaines, je pense que les gens qui travaillent dans le municipal le savent, c'est un défi. Oui, quand on a des projets de logement social qui arrivent, la plupart des municipalités n'ont pas nécessairement une personne qui est habituée de traiter ces projets-là, surtout quand c'est un projet qui arrive aux 3 ans, 5 ans, puis que des fois, il y a du roulement de personnel. Donc, comprendre les réalités des organismes qui développent, comprendre les programmes de financement qui ont tous leurs défis aussi, comprendre le processus, ça demande une expertise, puis on ne peut pas non plus s'attendre à ce que quelqu'un qui travaille à l'urbanisme, qui donne des permis, ou quelqu'un qui travaille au développement social dans certaines villes, généralement, ces personnes-là qui héritent des dossiers de logement social, généralement, ils vont être capables d'en faire un bout, ou sinon, ça va être une collaboration interservices. Mais c'est sûr que si une municipalité est capable de se donner, ou à l'échelle d'une MRC, un peu comme on a vu avec, je ne sais plus, c'est Bron-Missisquoi, qui s'est donné à tout le moins une ressource régionale qui peut appuyer les municipalités, ça donne quand même un coup de pouce. Puis à défaut d'avoir vraiment la capacité d'avoir des ressources humaines dédiées, bien, à tout le moins de renforcer l'expertise dans l'équipe municipale, ou de nommer une personne désignée qui sera toujours le même répondant pour les groupes qui tentent de développer pour que mutuellement il y ait une meilleure compréhension, une expertise qui se développe de part et d'autre. Puis peut-être un autre exemple aussi à nommer, bien, toute la question avant même de penser à acheter ou tenter d'aider des organismes à acheter du terrain, bien, juste connaître le territoire, donc connaître les terrains qui présentent un potentiel pour développer du logement abordable ou des immeubles qui pourraient être achetés. C'est vraiment dans les cordes des municipalités à travers leur vision du territoire, leur service d'urbanisme. Puis ça peut vraiment faire une différence pour des organismes qui souhaitent développer, d'avoir une municipalité qui est capable déjà de bien les diriger vers les terrains sur lesquels il y a un potentiel de développement, puis sur lesquels la municipalité déjà souhaite déjà qu'il y ait un certain redéveloppement qui se fasse. Maintenant, les outils financiers et fonciers. Je les regroupe ensemble puisqu'ils vont un petit peu de pair, mais ce n'est pas nécessairement... bon, on aurait pu faire quatre catégories, même qu'encore là, on va le voir, les outils réglementaires vont souvent avec les outils financiers parce que généralement, un financement se fait par des règlements. Mais bref, pour s'y retrouver un petit peu, je le nommais, bon, dans la plupart des programmes gouvernementaux, la municipalité doit être présente par un apport financier, que ce soit pour l'opération des HLM, des logements sociaux qui ont été construits il y a 30 ans, 50 ans. Généralement, les municipalités contribuent à une certaine portion du financement à l'Office d'habitation. Mais dans les nouveaux projets qui se développent, c'était le cas avec Accès-Logis, qui était le programme au Québec pendant 20 ans. C'est le cas encore avec les nouveaux programmes dans lesquels les municipalités doivent généralement apporter un 15 à 20 de financement total d'un projet. Puis, on peut imaginer que si on a un projet qui coûte plusieurs millions, bien, la contribution municipale peut rapidement monter. Puis, pour une municipalité qui a un budget très limité, bien, des fois, trouver ce montant-là, même si l'appui politique, la volonté est là, ça peut être un gros enjeu de dégager plusieurs centaines de milliers de dollars dans un budget municipal déjà serré. Mais c'est quand même le geste le plus concret et le plus aidant qui peut être fait par une municipalité, c'est la contribution financière à un projet. Puis après ça, bien, il existe des mécanismes qui peuvent aider une municipalité à aller chercher des financements, des fonds pour alimenter ces contributions financières-là. Mais à tout le moins, il y a aussi une possibilité, puis je ne sais pas si c'est utilisé fréquemment, mais il y a la possibilité de donner des crédits de taxes, congés de taxes foncières, que ce soit pour encourager, oui, des promoteurs à construire, mais souvent pour des municipalités qui auraient une capacité plus limitée de donner une subvention à un projet, bien, si on peut compenser par offrir un terrain, offrir un crédit de taxe qui va peut-être pas aider financièrement l'organisme au jour 1, mais qui, dans la durée, va réduire un peu les coûts d'exploitation. Ça peut être encore là une aide appréciée, une aide utile. Puis, pour une municipalité qui souhaite aller plus loin, puis justement avoir un outil financier un peu plus prévisible, il y a la possibilité de se créer un fonds municipal ou à la limite un fonds régional en logement social. De plus en plus, je pense qu'on le voit, de plus en plus, les municipalités vont vers ça justement pour avoir une réserve financière qui est prête, puisqu'une municipalité ne développe pas les projets elle-même, mais si elle veut être présente pour que les organismes soient rapidement capables de saisir une opportunité d'aller chercher un financement, il faut qu'elle soit capable aussi de donner un soutien ou une approbation rapidement à un organisme. Donc, d'avoir une réserve financière qui se dit, bon,
je sais que c'est un projet qui se présente dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, je vais être capable de donner mon approbation, mon OK à l'organisme pour qu'il le développe. Ce fonds-là peut être financé à même le budget municipal, par exemple, une portion du budget municipal à chaque année, mais on voit aussi des initiatives un petit peu différentes qui émergent. Par exemple, une portion de la taxe municipale qui peut être même très faible, prélevée à même le compte de taxe municipale, être placé à même le fonds du logement social. On va voir un exemple un petit peu plus loin. Puis, évidemment, il y a aussi d'autres outils comme les règlements d'inclusion. Je vais le voir à la prochaine diapositive, qui peuvent demander aussi des contributions financières ou des redevances là, des gens qui construisent des projets immobiliers privés dans lesquels il peut y avoir une exigence d'un certain nombre de logements sociaux abordables ou une contrepartie financière qui peut alimenter un fonds. Dans les contributions que les villes peuvent faire aussi, si le financier n'est pas possible ou à tout le moins qu'on peut faire une combinaison, ça peut être une cession de terrain. C'est généralement reconnu dans les programmes gouvernementaux. Puis comme je pense que certains l'ont dit au panel ce matin, c'est vraiment une aide vraiment fondamentale ou un levier important que les villes peuvent jouer dans la mesure, oui, si elles possèdent des terrains municipaux ou si elles ont la capacité d'en acheter pour avoir un certain roulement, une réserve foncière. Évidemment, ça appelle encore là, une réflexion financière sur dire par exemple, des actions gré à gré ou le droit de préemption qui permet d'avoir un droit de premier acheteur sur des terrains préidentifiés. Bien, encore là, on le disait tantôt, oui, c'est beau d'avoir la volonté d'identifier des terrains qu'on souhaite acheter ou prévoir pour le développement, mais il faut avoir la capacité financière de les acheter. Quoique le modèle présenté ce matin, dans lequel ça peut être juste un droit de préemption pour sécuriser le terrain en attendant qu'un organisme l'achète, c'est une piste intéressante que je ne connaissais pas et qui peut être sans doute aussi développée pour préserver des terrains que des organismes souhaiteraient développer, mais qu'encore là, qui ne seraient peut-être pas capables de l'acheter dans des délais très courts. On passe maintenant aux outils réglementaires. Évidemment, il y a toute une gamme d'outils que je ne vais pas décortiquer chacun de ces outils-là, mais à la base, même avant d'être dans des outils réglementaires plus spécifiques au logement social abordable, il y a tout le cadre en urbanisme, la réglementation d'urbanisme, de zonage, qui encadre la construction résidentielle. Ce n'est pas juste vrai pour les logements sociaux, c'est vrai pour les logements privés aussi. Mais c'est sûr que plus le cadre réglementaire, le zonage, qu'est-ce qui est permis de construire, favorise des projets de plein droit. Dans le fond, pour que des projets de logements sociaux soient financés, généralement, ça prend un minimum de densité, puisque je pense que c'est rendu très rare que le gouvernement va financer des projets, un duplex, un quatreplex, un 6 logements, peut-être dans certains cas. Donc, d'emblée, si on sait que les programmes financent des projets un petit peu plus gros pour des questions d'économie de coûts, ça prend d'emblée des terrains qui vont permettre d'accueillir des projets un peu plus grands, un 15, 20, 30 logements. Donc, si le cadre de zonage, la réglementation le permet, le prévoit, ça va être moins long après ça dans le processus d'approbation réglementaire par la suite. Donc, c'est de façon plus générale, autant pour l'augmentation de l'offre sur le marché privé que pour le logement communautaire. Mais sinon, dans les outils réglementaires, puis là, c'est là où il commence à y avoir des nouveautés, puis ma liste n'est peut-être pas exhaustive puisqu'il y a eu justement plusieurs projets de loi dans la dernière année qui ont donné des nouveaux outils, mais j'en ai relevé 3, dont un qui date un petit peu plus, le règlement sur l'amélioration de l'offre de logement social abordable familial. C'est un petit peu long à dire, donc je pense que dans le jargon, c'est rendu le règlement d'inclusion. Ça a été octroyé par le gouvernement en 2017-2018. Un outil réglementaire qui permet aux municipalités d'exiger une contribution sous une quelconque forme à un promoteur immobilier privé dans un développement résidentiel. Donc, pour obtenir les permis de construction, il doit avoir une entente qui soit conclue avec la municipalité. Puis, le règlement peut prévoir, oui, une contribution sous forme d'un nombre de logements dans un projet X. C'est probablement l'approche qui est la plus musclée, mais qui peut être aussi plus critiquée du milieu de l'habitation, puisque on l'a vu à Montréal, où le règlement 20-20-20 imposait quand même un gros pourcentage d'inclusion de logements abordables dans les projets, mais des fois, c'est beaucoup plus complexe pour un promoteur d'inclure des logements abordables en même un immeuble plutôt que céder un terrain que la ville pourra utiliser ou donner une contribution financière qui pourra être utilisée dans un fonds. Donc, il y a quand même ces 3 options-là qui existent, puis on le verra avec quelques exemples.
il y a des municipalités qui sont s'embarquer dans des règlements aussi complexes que celui de la Ville de Montréal a créé, avec ses enjeux et ses pistes. Il y a quand même des outils un peu plus simples qui peuvent être mis en place par la municipalité. Puis à la CMM, on avait créé un guide justement dans la foulée de ce nouveau pouvoir-là en 2019-2020 pour essayer de démystifier un peu c'était quoi la portée du pouvoir, puis de créer un guide pour faciliter le travail des municipalités qui voudraient l'explorer, et même un modèle de règlement type qui va être adapté. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible sur notre site. Puis, on commence à le voir après maintenant 3-4 ans. Au tout début, où il y avait juste la Ville de Montréal qui souhaitait donner un grand règlement avec une complexité de paramètres, mais adapté à son échelle. Mais aujourd'hui, on voit justement que de plus en plus de moyennes municipalités plus petites l'utilisent, mais adaptées à leur réalité, à la réalité de l'équipe qu'ils ont aussi pour gérer un outil comme ça. Puis rapidement, sans les détailler, il y a 2 outils qui retiennent mon attention qui sont nouveaux. Le zonage incitatif, permis en 2023 par un projet de loi dont j'oublie le numéro, et un tout dernier, le zonage différencié, qui vient d'être octroyé dans un projet de loi il y a quelques jours, quelques semaines. 2 outils qui, bon, on verra dans le temps comment ils seront utilisés par les municipalités, qui sont un petit peu similaires, mais qui ont quand même une différence. Le zonage incitatif, ça se veut un règlement qui permet un bonus de densité, si on le veut. Donc, par exemple, il pourrait y avoir un zonage qui permet de construire 2 étages sur un certain immeuble ou 3 étages, puis le règlement pourrait prévoir que s'il y a une inclusion d'un certain nombre de logements abordables dans l'immeuble ou qu'il y a une contribution financière cédée à la Ville pour son fonds du logement social, bien, il pourrait y avoir une autorisation de plein droit que l'immeuble soit construit à 4 ou 5 étages, selon un peu les paramètres que la Ville veut se donner. Bon, je pense que c'est tout nouveau. Je présume qu'il y a des municipalités qui y réfléchissent de voir comment ça va être utilisé. Ça va être toujours un petit peu le cas avec des nouveaux pouvoirs sur l'expérimentation, puis de l'adapter aussi, puis de ne pas avoir peur de le faire évoluer dans le temps si on constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça donne quand même une approche intéressante qui est peut-être moins contraignante pour les promoteurs privés, dans le sens que tu leur octroies quand même un avantage de construire plus de logements sur le même terrain, mais qui permet d'aller chercher une contrepartie pour la ville, la communauté. Puis le dernier ressemble beaucoup, puis là encore, là, c'est un petit élément caché d'un projet de loi là, qui portait beaucoup sur les moratoires pour les évictions, mais qui est une demande portée par plusieurs acteurs municipaux ou de l'habitation communautaire. Le zonage différencié vient apporter un petit peu le même principe que l'incitatif, mais qui vient donner un avantage de densité à des organismes qui construiraient uniquement du logement communautaire ou qui auraient une mission sociale. Donc, autrement dit, encore là, si on prend le même exemple, si un zonage permet de construire 3 étages sur un terrain donné, le règlement de zonage différencié pourrait permettre, si c'est un organisme à but non lucratif, une coop, un office d'habitation qui veut développer, de lui autoriser d'emblée de construire 5 étages ou 6 étages, ce qui lui donne un avantage financier en termes de la valeur que peut représenter le terrain. Ça peut permettre de construire plus de logements sur le même terrain, donc une économie d'échelle pour les subventions gouvernementales, mais aussi une économie de coûts de construction. Puis aussi, des fois, pour certains organismes qui veulent se financer par la valeur du terrain avec les banques, les institutions, mais ça peut être aussi un levier de redéveloppement pour des organismes qui possèdent déjà des terrains. Donc, c'est encore tout nouveau. On verra un petit peu comment ça sera utilisé, mais il y aura sans doute des villes qui le testeront, puis on pourra un petit peu le suivre dans les prochaines années. Je termine avec quelques exemples avant de vous laisser amorcer une discussion sur le sujet. Simplement pour voir, justement, comme je le disais, souvent tous ces outils-là s'entremêlent, puis il n'y a pas nécessairement un outil parfait pour chaque municipalité. Généralement, ça part d'une réflexion stratégique, un portrait, un plan d'action, peu importe, une réflexion concertée pour dire, bon, qu'est-ce qu'on veut faire, puis quels outils pourraient être utilisés, puis les adapter pour notre stratégie. L'exemple de Vaudreuil-Soulanges est intéressant. La MRC, tout récemment, a annoncé la création d'un organisme à but non lucratif, Toi d'abord, habitation abordable. Donc, un organisme régional de développement de logements social et abordable, dans lequel, je pense que la ville de Vaudreuil-Dorion joue un rôle important. Et encore là, la gouvernance de cet organisme-là est intimement liée au milieu municipal, mais aussi à l'Office d'habitation. Donc, on peut comprendre que c'est sans doute un rôle un petit peu similaire à ce qui nous a été présenté là, pour Drummondville, mais justement d'avoir un organisme qui travaille de pair avec l'Office d'habitation avec la ville, mais qui
a plus de flexibilité dans ses pouvoirs, dans ses outils qu'un organisme public qui a souvent des contraintes sur les contrats et le développement de projets. Donc, c'est quand même un organisme intéressant, mais ce n'est pas une action qui est faite seule. Il y a une action qui est en même temps complémentaire à la création d'un fonds dédié, donc un fonds municipal qui pourra être renfloué, entre autres, par un règlement d'inclusion. Je vous épargne le nom complet, mais un règlement qui permet justement, qui oblige les promoteurs qui vont développer dans, je crois que c'est une certaine zone de la municipalité, à inclure un certain pourcentage de logements abordables ou verser une contribution financière au fonds. Et donc, ce fonds-là pourra servir à la fois à alimenter l'organisme s'il veut acheter des immeubles existants, ou la ville pourra aussi tenter d'acquérir des terrains et les céder. Puis il y a déjà eu des exemples de, je pense, 2 terrains cédés à cet organisme-là pour qu'il le développe. Donc, on voit quand même une vision puis une stratégie bien pensée derrière tout ça. Un exemple un petit peu similaire, cette fois à l'autre extrémité de la CMM, encore là dans l'anneau d'hier, MRC de l'Assomption, qui a à peu près le même modèle d'avoir créé un organisme régional pour accélérer le développement de projets. Il faudrait sans doute voir quel est l'enjeu, mais ça doit répondre à des besoins où, on le voit par exemple dans certaines grandes villes, il y a beaucoup d'organismes qui sont prêts à développer, mais il y a certains secteurs où il y a sans doute une lacune, puis là encore, là, le milieu municipal a travaillé ensemble pour se donner un organisme qui pourrait être un partenaire important. Puis, dans cette MRC-là, il y a la ville de Repentigny, qui vient aussi où s'est donné, je pense, il y a 1 an ou 2, un règlement d'inclusion de logements sociaux, mais un modèle très, très simple. Il n'y a pas d'exigence de logements sociaux dans un projet au promoteur, pas d'exigence de céder un terrain, simplement une contribution financière de 1 000 $ par unité pour tout projet de plus de 4 à 11 unités et projet de 12 unités, 2 500. Donc, ça alimente un fonds, puis après ça, la municipalité a un peu plus de flexibilité pour mettre en œuvre des actions d'un plan, d'une stratégie. Quelques initiatives aussi rapidement. Je parlais tantôt d'un exemple où une municipalité a décidé de prélever une part du compte de taxes municipales payé par les citoyens pour alimenter un fonds. C'est le cas de la ville de Mascouche. Donc, pour 100 $ d'évaluation municipale, il y a 1 cent qui va au fonds du logement social. 1 cent, ça peut paraître peu, mais multiplié sur la valeur totale du compte de taxes, la ville estime que c'est à peu près 700 000 par année qui peut alimenter son fonds. Donc, après quelques années, ça donne quand même un bon coussin à une municipalité pour avoir acheté des terrains ou soutenir des projets en démarrage. Un exemple similaire à Chambly, un règlement d'inclusion assez simple, à peu près le même modèle qu'à Repentigny, où on va chercher des contributions financières. Surtout, je pense, pour le secteur du centre-ville où il y a plus de développement immobilier potentiel. Un exemple récent, ville de Mont-Saint-Hilaire, à peine 20 000 de population, mais qui s'est quand même donné une politique, une stratégie en habitation avec une cible assez ambitieuse, que 10 % des nouveaux logements soient à but non lucratif. Puis aussi l'intention de créer un fonds municipal pour le logement. Je termine avec quelques exemples hors CMM. Je connais un peu plus les exemples sur la CMM, mais force est d'admettre qu'il y a des initiatives inspirantes partout au Québec. Puis, il y a sans doute des initiatives dans des petites villes qui ne ressortent pas non plus, qui seraient intéressantes à mettre de l'avant. Mais par exemple, Val-David, 6 000 de population, qui s'est quand même doté du droit de préemption, 5 terrains identifiés et qui ont adopté un règlement d'emprunt préautorisé, justement pour faire en sorte que s'il y a un terrain qu'il y a une offre d'achat qui vient disponible sur un terrain et que la ville veut l'égaler, mais qu'elle n'est pas capable dans son budget de sortir les fonds rapidement, ça permet d'avoir déjà un coussin, une réserve financière prêt pour l'achat. La ville de Magog, bon, j'ai appris ce matin que c'est un des collègues du panel qui avait travaillé sur l'élaboration de cette politique-là. Une politique, un fonds municipal encore là qui peut alimenter les cibles de la ville. Puis la ville de Salaberry de Valleyfield qui encore là s'est donné une stratégie de logement assez intéressante. Des objectifs au niveau de la densification, mais aussi un règlement qui exige un certain pourcentage de logements pour certains types de projets, une réserve de terrains municipaux pour faciliter le travail de l'OMH. Donc, ça fait un survol assez rapide, mais ça donne quand même une idée de ce que des villes peuvent faire, puis des villes de toute taille qui, je pense, peuvent s'apparenter à des villes de votre région. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, il y a différents outils qui peuvent être adaptés à divers contextes, puis tout part d'une connaissance des besoins, des ressources disponibles dans la municipalité, puis de la dynamique économique et politique.
Puis, facteur de réussite, je pense qu'on le comprend aussi. Oui, ça prend une volonté politique, mais aussi ça prend un soutien puis une compréhension mutuelle avec les gestionnaires, les équipes municipales, puis un consensus avec la communauté pour que finalement les outils soient pertinents puis fonctionnent dans le temps. Donc, j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais ça vous donne, je pense, quelques idées pour réfléchir puis alimenter, je pense, une discussion pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait vous inspirer dans vos municipalités, puis encore là, avec des municipalités qui ont des contextes différents.